Bonsoir, c'est Esther Grasse sur Douce Histoire. Je me réjouis de vous retrouver ce soir à notre rendez-vous nocturne. Blottissez-vous sous votre couette, éteignez les lumières et laissez la journée doucement s'éloigner. Infinie gratitude pour votre présence et pour vos commentaires que je lis tous les soirs. Avant de commencer notre histoire, respirez avec moi. Inspirez doucement, expirez. Laissez cette histoire vous transporter. Votre soutien par un like, un commentaire bienveillant et un abonnement nourrit ce projet. Bonne écoute et que votre nuit soit paisible. La lumière du matin entrait doucement par la fenêtre de l'appartement parisien en dessinant des rectangles dorés sur le parquet ancien quand Sophie entendit le bruit du verre qui se brisait. Un fracas sec et cristallin qui résonna dans le silence du samedi matin comme un cri figé dans le temps. Elle venait de faire tomber accidentellement le grand miroir au cadre doré qui ornait le mur de son salon depuis 7 ans, ce miroir qu'elle avait trouvé dans une brocante du Marais et qu'elle avait transporté avec 1000 précautions jusqu'à chez elle, parce qu'il lui rappelait ces miroirs anciens qu'on voit dans les films d'époque, avec leurs cadres sculptés et leurs reflets légèrement troublés par le passage des années. Sophie resta immobile pendant quelques secondes en contemplant les débris de verre éparpillés sur le sol comme des étoiles brisées, et au lieu de ressentir la panique ou la tristesse qu'on pourrait attendre face à la destruction d'un objet qu'elle possédait depuis si longtemps, elle éprouva plutôt une sorte de soulagement étrange qui montait en elle comme une vague tiède et apaisante. Elle s'assit lentement par terre, au milieu des fragments de miroir qui reflétaient son image déformée en centaines de morceaux différents, chaque éclat capturant un détail de son visage ou de son corps, un œil ici, une joue là, une main plus loin, comme si elle avait été démontée en pièces détachées par cet accident matinal. Le soleil continuait d'entrer par la fenêtre en illuminant les débris de verre qui scintillaient sur le parquet sombre comme des diamants éparpillés, et Sophie se surprit à penser que ces fragments brisés être plus beaux que le miroir intact ne l'avait jamais été. Elle se releva prudemment en faisant attention à ne pas marcher sur les éclats tranchants et alla chercher un balai et une pelle dans la petite cuisine peinte en bleu pâle qui donnait sur une cour intérieure où poussaient quelques arbres dont elle ne connaissait pas le nom. Pendant qu'elle balayait les morceaux de verre en les poussant délicatement vers la pelle, avec des gestes lents et méthodiques qui créaient un léger bruit de frottement apaisant, Sophie pensait à sa relation compliquée avec les miroirs qui duraient depuis aussi longtemps qu'elle pouvait s'en souvenir. Elle avait 37 ans et travaillait comme restauratrice de livres anciens dans une bibliothèque universitaire du 5e arrondissement, un métier qu'elle aimait.
parce qu'il lui permettait de passer ses journées dans le silence feutré de son atelier, à réparer des pages jaunies et des reliures abîmées, avec une patience et une minutie qui lui apportaient une satisfaction profonde. Sa vie était calme et ordonnée, rythmée par ses horaires de travail réguliers et ses week-ends passés à lire ou à se promener dans les rues de Paris, qu'elle arpentait depuis 15 ans maintenant, depuis qu'elle était arrivée de sa province natale pour ses études universitaires. Mais malgré cette vie stable et cette carrière satisfaisante, Sophie portait en elle depuis l'adolescence une blessure invisible qui concernait son apparence physique et la manière dont elle se percevait elle-même quand elle se regardait dans un miroir. Ce n'était pas qu'elle était objectivement laide selon les critères conventionnels de beauté. Elle le savait bien, parce que des gens le lui avaient dit suffisamment de fois au cours de sa vie, des amis sincères, et même quelques hommes qui s'étaient intéressés à elle avec plus ou moins de succès selon les époques. Mais il y avait quelque chose dans son propre visage qu'elle ne parvenait jamais à accepter ou à aimer vraiment, quelque chose qui la faisait toujours détourner le regard quand elle croisait son reflet dans une vitrine ou dans le miroir de la salle de bain. Elle voyait toujours ses défauts en premier, avec une acuité impitoyable qui semblait amplifier chaque imperfection jusqu'à ce qu'elle devienne la seule chose visible, ce nez qu'elle trouvait trop long et trop prononcé, ses yeux qu'elle jugeait trop petits et trop rapprochés, cette bouche qu'elle estimait trop fine et sans expression, ses joues qu'elle pensait trop rondes, qui lui donnaient un air enfantin qu'elle détestait. Sophie vida la pelle remplie de fragments de verre dans un grand sac poubelle épais, en faisant très attention à ne pas se couper sur les bords tranchants qui brillaient dangereusement sous la lumière du matin, et elle continua à balayer méthodiquement jusqu'à ce qu'elle soit absolument certaine d'avoir ramassé tous les morceaux visibles sur le parquet ciré. Elle passa ensuite l'aspirateur sur toute la zone, avec un soin maniaque pour récupérer les minuscules éclats invisibles à l'œil nu qui auraient pu se loger dans ses pieds nus si elle marchait dessus sans faire attention. Et quand elle eut terminé ce nettoyage minutieux, elle rangea le balai et l'aspirateur avant de revenir dans le salon pour contempler le mur vide. L'espace laissé par le miroir disparu formait un rectangle pâle sur le mur peint en blanc cassé, une sorte de fantôme qui témoignait de la présence passée de cet objet qui avait été accroché là pendant 7 années entières. Sophie s'assit sur le canapé en lin beige qui faisait face à ce mur, et elle regarda ce rectangle vide en se demandant pourquoi elle avait gardé ce miroir pendant si longtemps, alors qu'elle détestait tellement se regarder. Dedans, pourquoi elle s'infligeait quotidiennement cette confrontation avec une image d'elle-même qu'elle ne parvenait jamais à accepter malgré tous ses efforts. La vérité était probablement qu'elle espérait secrètement qu'un jour elle se réveillerait transformée et verrait enfin dans le miroir la personne qu'elle voulait être, que quelque chose aurait magiquement changé pendant la nuit
et qu'elle pourrait enfin se regarder sans ressentir cette déception familière qui lui serrait la gorge. Mais ce jour miraculeux n'était jamais venu, et elle doutait maintenant qu'il vienne jamais. Alors être que le miroir brisé était en réalité une sorte de bénédiction déguisée qui lui offrait l'opportunité de ne plus avoir à affronter quotidiennement ce reflet qu'elle n'aimait pas. Sophie se leva du canapé après avoir contemplé le mur vide pendant plusieurs minutes et alla dans sa chambre pour se préparer parce qu'elle avait rendez-vous avec son amie Mathilde pour déjeuner dans un petit restaurant du quartier latin qu'elle fréquentait régulièrement depuis des années. Elle ouvrit son armoire en bois sombre qui contenait ses vêtements soigneusement rangés par catégorie et par couleur, et elle choisit une robe simple en jersey noir qui ne moulait pas trop son corps et qui tombait juste au-dessus des genoux, le genre de vêtements sobres et discrets qu'elle préférait porter parce qu'ils ne attiraient pas trop l'attention sur elle. Habituellement, elle se serait regardée dans le grand miroir du salon pour vérifier que sa tenue était correcte et que ses cheveux étaient bien coiffés, mais aujourd'hui ce rituel était impossible, puisque le miroir n'existait plus que sous forme de fragments dans un sac poubelle. Au lieu de cela, elle se contenta de passer ses mains dans ses cheveux châtains, coupés au carré, et de lisser sa robe avec ses paumes, et elle fut surprise de constater que cette absence de vérification visuelle ne la dérangeait pas autant qu'elle l'aurait cru, qu'il y avait même quelque chose de libérateur dans le fait de ne pas avoir à s'examiner et à se critiquer dans le miroir avant de sortir. Le restaurant se trouvait à 20 minutes de marche de son appartement à travers les rues pavées du Marais, puis du quartier latin, et Sophie profita de ce trajet pour observer les gens qu'elle croisait sur les trottoirs bondés de ce samedi après-midi ensoleillé. Elle remarqua pour la première fois depuis longtemps la diversité infinie des visages humains qui l'entouraient, chacun unique dans sa configuration particulière de traits et d'expressions, et elle réalisa que la plupart de ces gens ne correspondaient probablement pas aux standards conventionnels de beauté, mais qu'ils avançaient dans leur vie sans sembler torturés par leur apparence, comme elle l'était depuis si longtemps. Mathilde l'attendait déjà à une table près de la fenêtre quand Sophie arriva au restaurant, et son amie se leva pour l'embrasser avec cette chaleur naturelle qui la caractérisait depuis qu'elle s'était rencontrée 10 ans auparavant lors d'une exposition de livres anciens où elle travaillait toutes les deux comme bénévole. Mathilde avait 42 ans et dirigeait une petite galerie d'art spécialisée dans les estampes japonaises dans le 3e arrondissement, et elle possédait cette assurance tranquille et cette élégance naturelle que Sophie lui enviait secrètement, même si elle ne l'aurait jamais avoué à voix haute. Elles commandèrent leur plat habituel, après avoir échangé quelques banalités sur la météo et le travail, et puis Mathilde demanda à Sophie si quelque chose n'allait pas, parce qu'elle la trouvait différente aujourd'hui d'une manière qu'elle ne parvenait pas tout à fait à définir.
Sophie hésita un moment avant de raconter l'histoire du miroir brisé le matin même, et elle fut surprise par sa propre franchise quand elle admit à son amie qu'elle ressentait plus de soulagement que de tristesse face à la destruction de cet objet qui l'avait accompagnée pendant 7 ans. Mathilde écouta attentivement en sirotant son verre de vin blanc, et quand Sophie eut terminé son récit, son amie resta silencieuse pendant quelques secondes, avant de dire quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. Mathilde dit qu'elle comprenait parfaitement ce que Sophie ressentait parce qu'elle-même avait vécu une expérience similaire quelques années auparavant, quand elle avait décidé de retirer tous les miroirs de son appartement pendant 6 mois entiers, pour voir ce qui se passerait si elle arrêtait de surveiller constamment son apparence. Sophie regarda son amie avec surprise, parce qu'elle n'aurait jamais imaginé que Mathilde, qui lui semblait toujours si confiante et si à l'aise dans son corps, puisse avoir des doutes ou des insécurités concernant son apparence physique. Mathilde sourit en voyant l'expression sur le visage de Sophie, et elle expliqua que tout le monde avait des complexes et des zones d'ombre, même si certaines personnes étaient simplement meilleures que d'autres pour les cacher ou pour faire semblant qu'elles n'existaient pas. Elle raconta comment, pendant ces 6 mois sans miroir, elle avait dû réapprendre à habiter son corps sans le contrôle visuel constant qu'elle exerçait habituellement. Comment elle avait dû faire confiance à ses sensations physiques plutôt qu'à son reflet pour savoir si elle était bien coiffée ou si ses vêtements lui allaient correctement. Au début, cela avait été difficile et déstabilisant de ne plus pouvoir vérifier son apparence à tout moment, mais progressivement, elle avait découvert une liberté nouvelle dans le fait de ne plus être constamment en train de s'auto-surveiller et de s'auto-critiquer. Sophie écoutait avec fascination, tandis que Mathilde continuait à parler de cette expérience qui avait transformé sa relation avec son propre corps et avec la notion de beauté en général, et elle sentait quelque chose bouger en elle, une sorte d'ouverture ou de possibilité qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Mathilde dit que ce qui l'avait le plus surprise pendant ces 6 mois était de réaliser à quel point son estime d'elle-même dépendait de facteurs extérieurs, comme l'approbation des autres ou sa conformité aux standards de beauté véhiculés par les magazines et la publicité, et combien il était libérateur de commencer à construire une relation avec elle-même basée sur d'autres critères. Le déjeuner se prolongea pendant presque 3 heures, tandis qu'elles exploraient ensemble ces questions de beauté et d'image de soi, en partageant leurs expériences personnelles et leurs réflexions avec une honnêteté qui approfondissait encore leur amitié déjà solide. Mathilde suggéra à Sophie de profiter de cet accident du miroir brisé pour tenter sa propre expérience en s'abstenant de racheter un nouveau miroir pendant quelques mois pour voir ce qui se passerait, et même si l'idée semblait terrifiante
À Sophie, une partie d'elle était intriguée et tentée par cette proposition. Quand elles se séparèrent devant le restaurant en fin d'après-midi, Sophie promit à Mathilde d'y réfléchir sérieusement et de lui donner des nouvelles dans quelques jours. Elle rentra chez elle à pied en prenant un chemin différent de l'allée qui la fit passer devant des boutiques d'antiquités et des galeries d'art qu'elle ne fréquentait pas habituellement, et elle s'arrêta devant la vitrine d'un marchand de miroirs anciens qui présentait une collection impressionnante de glaces de toute taille et de tout style. Sophie contempla ces miroirs alignés derrière la vitrine en se demandant lequel elle aurait choisi si elle avait décidé de remplacer celui qu'elle avait brisé le matin même, et elle réalisa avec surprise qu'aucun d'entre eux ne l'attirait vraiment. Elle resta là pendant plusieurs minutes à observer les miroirs qui reflétaient la rue derrière elle et les passants qui circulaient sur le trottoir, et puis elle tourna les talons et continua son chemin vers son appartement en sentant qu'une décision était en train de se cristalliser en elle-même si elle ne l'avait pas encore formulée clairement. Les jours suivants furent étranges et déstabilisants d'une manière que Sophie n'aurait jamais anticipée. Sans le grand miroir du salon pour vérifier son apparence avant de sortir, elle devait s'habiller en se fiant uniquement à ses sensations tactiles et à sa mémoire de ce à quoi ressemblaient ses vêtements sur elle, et au début cela créait une anxiété diffuse qui la suivait tout au long de la journée. Elle se demandait constamment si sa coiffure était correcte ou si sa tenue était appropriée, et elle avait l'impression de marcher dans les rues de Paris avec une sorte de vulnérabilité nouvelle, comme si elle s'exposait au regard des autres sans armure protectrice. Mais progressivement, au fil des jours et des semaines qui passaient, Sophie commença à remarquer des changements subtils dans sa manière d'habiter son corps et de se déplacer dans le monde. Sans le rituel quotidien de l'examen critique dans le miroir, elle trouvait qu'elle pensait moins souvent à son apparence physique et qu'elle était plus présente aux autres aspects de son expérience, aux conversations qu'elle avait avec ses collègues, aux livres qu'elle restaurait avec tant de soin, aux promenades qu'elle faisait dans les parcs et les jardins de Paris. Un mois après avoir brisé le miroir, Sophie réalisa qu'elle n'avait pas vérifié son reflet complet depuis 4 semaines entières, même si elle utilisait toujours le petit miroir de la salle de bain pour se brosser les dents et se laver le visage. Cette absence de confrontation quotidienne avec son image complète créait une sorte d'espace dans sa conscience, un espace qui se remplissait progressivement d'autres choses plus intéressantes que l'autocritique et l'insatisfaction chronique concernant son apparence. Elle commença à remarquer que quand elle marchait dans la rue, elle regardait davantage autour d'elle au lieu de chercher constamment son reflet dans les vitrines des magasins, et qu'elle appréciait vraiment les détails architecturaux des immeubles parisiens qu'elle n'avait jamais pris le temps d'observer auparavant. Elle découvrait des cafés charmants dans des rues
qu'elle empruntait depuis des années sans jamais les avoir remarqués, et elle s'arrêtait parfois pour regarder les artistes de rue qui dessinaient des portraits ou qui jouaient de la musique sur les places publiques. Un samedi après-midi, environ 6 semaines après l'accident du miroir, Sophie se promenait dans le jardin du Luxembourg en profitant du soleil printanier qui commençait à réchauffer l'air après les longs mois d'hiver, et elle s'assit sur un banc près du bassin octogonal pour regarder les enfants qui faisaient naviguer leurs petits bateaux à voile sur l'eau. À côté d'elle sur le banc était posé un carnet de croquis que quelqu'un avait apparemment oublié là, et après avoir attendu quelques minutes pour voir si son propriétaire reviendrait le chercher, Sophie le prit délicatement pour l'examiner. Le carnet contenait des dizaines de dessins au fusain représentant des visages de femmes de tous âges et de toutes apparences, chacun capturé avec une sensibilité et une attention aux détails qui touchèrent profondément Sophie. Ces visages n'étaient pas ceux de mannequins ou de célébrités, mais plutôt ceux de femmes ordinaires rencontrées dans les rues ou les cafés de Paris, et l'artiste avait réussi à saisir quelque chose d'unique et de beau dans chacun d'eux, indépendamment de leur conformité ou non aux standards conventionnels de beauté. Sophie tourna les pages lentement en contemplant chaque portrait avec une attention qui faisait ralentir le temps autour d'elle, et elle fut particulièrement frappée par un dessin qui montrait une femme d'âge moyen avec un nez prononcé et des yeux légèrement asymétriques, des traits qui auraient pu être considérés comme des défauts, mais qui créaient ensemble un visage d'une beauté singulière et émouvante. L'artiste avait capturé non seulement l'apparence physique de cette femme, mais aussi quelque chose de son intériorité, une profondeur et une complexité qui transparaissaient dans son regard et dans la courbe de sa bouche. Sophie était tellement absorbée par ces dessins qu'elle n'entendit pas quelqu'un s'approcher de son banc, et elle sursauta légèrement quand une voix masculine dit en s'excusant qu'il croyait avoir laissé son carnet de croquis sur ce banc un peu plus tôt. Elle leva les yeux et vit un homme d'environ 45 ans, avec des cheveux grisonnants et des lunettes rondes, qui la regardait avec un sourire un peu timide, et elle lui tendit le carnet. En disant qu'elle espérait qu'il ne lui en voulait pas de l'avoir feuilleté, l'homme s'assit à côté d'elle sur le banc, en disant que bien sûr qu'il ne lui en voulait pas et qu'il était au contraire content que quelqu'un ait apprécié son travail, et ils commencèrent à parler de ses dessins et de son approche de la représentation des visages humains. Il se présenta comme s'appelant Thomas et expliqua qu'il était professeur d'art plastique dans un lycée du 14e arrondissement, mais qu'il passait ses week-ends à dessiner des portraits de gens qu'il croisait dans les lieux publics de Paris. Thomas raconta qu'il était fasciné par la diversité infinie des visages humains et par la manière dont chaque visage racontait une histoire unique à travers ses traits particuliers, ses rides, ses expressions.
Il disait qu'il essayait dans ses dessins de capturer cette singularité de chaque personne plutôt que de se concentrer sur leur conformité ou non aux standards de beauté conventionnels, parce que pour lui la vraie beauté résidait justement dans ces particularités qui rendaient chaque visage absolument unique et irremplaçable. Sophie écoutait avec fascination, tandis que Thomas parlait de son art avec une passion contagieuse qui illuminait son visage et donnait à ses gestes une expressivité particulière. Elle lui dit combien elle avait été touchée par le portrait de la femme au nez prononcé et aux yeux asymétriques. Et Thomas sourit en expliquant que ce dessin représentait sa propre mère, qui avait longtemps complexé sur ces mêmes traits qu'il trouvait lui magnifiques parce qu'ils faisaient partie intégrante de qui elle était. Ils continuèrent à parler pendant plus d'1 heure assis sur ce banc du jardin du Luxembourg, tandis que le soleil descendait lentement vers l'horizon, en teignant le ciel de nuances roses et dorées. Thomas parla de son parcours artistique et de comment il avait dû surmonter ses propres insécurités pour oser montrer son travail au public. Et Sophie se surprit à lui confier l'histoire du miroir brisé et de son expérience des dernières semaines sans miroir pour vérifier son apparence. Thomas écouta avec attention et compréhension, et quand Sophie eut terminé de parler, il resta silencieux pendant quelques instants, avant de demander s'il pourrait faire son portrait si elle était d'accord. Sophie sentit une vague de panique monter en elle à cette idée, parce que se faire dessiner signifiait être regardée avec attention et avoir son image fixée sur le papier d'une manière qu'elle ne pourrait pas contrôler, mais quelque chose dans l'approche douce et respectueuse de Thomas la rassura suffisamment pour qu'elle accepte avec hésitation. Thomas sortit un nouveau carnet et un fusain de son sac et demanda à Sophie de simplement rester assise naturellement, sans essayer de prendre une pose particulière, et il commença à dessiner avec des gestes rapides et assurés qui trahissaient des années de pratique. Sophie essaya de ne pas trop penser au fait qu'elle était observée et dessinée, et elle laissa son regard dériver vers le bassin où les derniers enfants de la journée faisaient naviguer leurs bateaux avant que le jardin ne ferme pour la soirée. Le dessin prit environ 20 minutes, pendant lesquelles Thomas travaillait en silence concentré, et quand il eut terminé, il contempla son œuvre pendant quelques secondes avant de tourner le carnet vers Sophie pour lui montrer le résultat. Sophie regarda le portrait avec appréhension, en s'attendant à retrouver tous les défauts qu'elle voyait habituellement dans son propre visage, amplifié et exposé sur le papier. Mais ce qu'elle vit la surprit tellement qu'elle en resta sans voix pendant plusieurs secondes. Le dessin montrait effectivement son visage, avec tous ses traits caractéristiques. Le nez qu'elle trouvait trop long, les yeux qu'elle jugeait trop petits, la bouche qu'elle estimait trop fine, mais d'une manière ou d'une autre, Thomas avait réussi à capturer quelque chose dans son expression qui transformait complètement l'ensemble
Il y avait dans ce visage dessiné une profondeur et une douceur qui touchaient Sophie au cœur. Une vulnérabilité assumée qui créait une beauté d'un genre qu'elle n'avait jamais associé avec sa propre apparence. Sophie contempla le portrait en silence pendant un long moment, tandis que quelque chose se déplaçait en elle. Un verrou qui sautait ou un mur qui s'effritait. Elle ne savait pas exactement comment le décrire, mais elle sentait que c'était important. Thomas lui demanda doucement si elle aimait le dessin ou s'il y avait quelque chose qu'elle voulait qu'il change, et Sophie secoua la tête en disant qu'elle le trouvait magnifique, même si elle avait du mal à croire que c'était vraiment elle qui était représentée là. Thomas sourit avec gentillesse et dit que c'était exactement elle qui l'avait dessinée, que ce qu'elle voyait sur le papier était ce que lui voyait quand il la regardait, et que être elle, devrait commencer à faire confiance au regard des autres plutôt qu'à son propre jugement impitoyable sur elle-même. Il lui offrit le portrait en disant qu'elle pouvait le garder si elle le souhaitait. Et Sophie l'accepta avec gratitude, en sentant que ce dessin représentait quelque chose de plus qu'une simple image, qu'il était en quelque sorte une clé vers une nouvelle manière de se voir. Ils échangèrent leurs numéros de téléphone avant de se séparer parce que le jardin allait bientôt fermer pour la soirée et Sophie rentra chez elle en tenant précieusement le portrait contre sa poitrine. Quand elle arriva dans son appartement, elle accrocha immédiatement le dessin au mur, à l'endroit exact où le miroir brisé avait été pendant 7 ans, et elle recula de quelques pas pour le contempler dans la lumière déclinante du soir qui entrait par la fenêtre. Ce portrait devint une sorte de nouveau miroir pour Sophie, mais un miroir qui lui renvoyait une image d'elle-même filtrée par le regard bienveillant et artistique de Thomas plutôt que par son propre regard critique et impitoyable. Chaque fois qu'elle passait devant ce dessin dans son salon, elle s'arrêtait quelques secondes pour le regarder, et progressivement elle commença à reconnaître dans ce visage dessiné quelque chose qui lui appartenait vraiment, une beauté qui n'avait rien à voir avec la conformité aux standards conventionnels, mais tout à voir avec la singularité et l'authenticité. Les semaines et les mois passèrent dans une transformation progressive et douce de la relation de Sophie avec son propre corps et avec la notion de beauté en général. Elle continua à ne pas racheter de grands miroirs pour remplacer celui qu'elle avait brisé, se contentant du petit miroir de la salle de bain pour les gestes pratiques de la toilette quotidienne, et elle découvrit qu'elle ne ressentait plus ce besoin compulsif de vérifier constamment son apparence qui l'avait accompagnée pendant tant d'années. Elle revit Thomas à plusieurs reprises au fil des mois qui suivirent leur première rencontre dans le jardin du Luxembourg, et ils développèrent une amitié profonde basée sur des conversations passionnantes sur l'art et la beauté, et la manière dont nos perceptions de nous-mêmes sont façonnées par tant de facteurs culturels et personnels.
Thomas lui montra d'autres carnets remplis de portraits de gens de tous âges et de toutes apparences, et Sophie fut chaque fois touchée par sa capacité à voir et à capturer la beauté unique de chaque personne, indépendamment de leur conformité aux standards conventionnels. Un jour, Thomas l'invita à venir à une exposition de ses dessins dans une petite galerie du 10e arrondissement, et Sophie accepta même si l'idée de voir son propre portrait exposé au regard du public la rendait légèrement nerveuse. L'exposition s'intitulait Visage et présentait une 50aine de portraits réalisés au cours des 2 dernières années dans différents lieux publics de Paris. Et quand Sophie entra dans la galerie, elle fut immédiatement frappée par la diversité et la richesse des visages qui la regardaient depuis les murs. Il y avait des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes, des gens de toute origine ethnique et de toute classe sociale, et chacun de ces visages racontait une histoire particulière à travers ses traits et son expression. Sophie chercha son propre portrait parmi tous ses dessins et le trouva accroché près de l'entrée à côté d'un cartel qui indiquait simplement « Portrait au jardin du Luxembourg » sans mentionner son nom. Elle se tint devant son portrait pendant un long moment en l'observant avec cette distance que permet le fait de le voir dans un contexte nouveau, et elle fut surprise de constater qu'elle le trouvait vraiment beau maintenant, qu'elle le voyait exposé parmi tous ses autres visages. Ce n'était plus seulement son propre visage qui la regardait depuis le papier, mais plutôt un visage parmi d'autres, un exemple parmi des dizaines d'exemples de la diversité et de la singularité de la beauté humaine. D'autres visiteurs circulaient dans la galerie en s'arrêtant devant différents portraits, et Sophie entendit plusieurs personnes commenter son propre portrait en disant qu'elle le trouvait particulièrement touchant ou expressif. Une femme d'une 60aine d'années resta longtemps devant le dessin en disant à sa compagne qu'elle voyait dans ce visage quelque chose qui lui rappelait sa propre fille, une certaine vulnérabilité mêlée de force, qui créait une beauté profonde et authentique. Sophie écouta ces commentaires avec un mélange de gêne et de plaisir, et elle réalisa que ces inconnus voyaient dans son visage des choses qu'elle n'avait jamais été capable d'y voir elle-même. Peut-être que Thomas avait raison quand il disait qu'il fallait parfois faire confiance au regard des autres plutôt qu'à notre propre jugement sur nous-mêmes, surtout quand ce jugement avait été façonné par des années d'autocritique et de comparaison défavorable avec des idéaux impossibles à atteindre. À la fin de l'exposition, Sophie retrouva Thomas, qui parlait avec d'autres visiteurs, et quand il la vit, il s'excusa auprès de ses interlocuteurs pour venir la rejoindre en lui demandant ce qu'elle pensait de l'expo. Sophie lui dit sincèrement qu'elle la trouvait magnifique et qu'elle était reconnaissante qu'il ait accepté de faire son portrait ce jour-là dans le jardin du Luxembourg parce que ce dessin avait changé quelque chose d'important dans sa manière de se voir
Thomas sourit avec cette gentillesse qui le caractérisait et dit qu'il était content que le portrait ait eu cet effet sur elle, mais que c'était elle qui avait fait le plus gros du travail en acceptant de remettre en question ses croyances sur elle-même et en s'ouvrant à une nouvelle manière de se percevoir. Il ajouta que le miroir brisé avait été un symbole parfait pour marquer le début de cette transformation et que peu, être elle, devrait célébrer l'anniversaire de cet événement plutôt que de le voir comme un simple accident malheureux. Sophie rentra chez elle ce soir-là en marchant lentement dans les rues de Paris qui s'illuminaient progressivement avec la tombée de la nuit, et elle pensa à tout le chemin qu'elle avait parcouru depuis ce matin de mars où le miroir s'était brisé sur le parquet de son salon. Elle n'aurait jamais imaginé à ce moment-là que la destruction de cet objet qu'elle possédait depuis 7 ans pourrait être le début d'une transformation aussi profonde et aussi libératrice, et elle se sentait reconnaissante envers le hasard ou le destin ou quoi que ce soit qui l'avait menée sur ce chemin. Quand elle arriva dans son appartement, elle alluma les lumières et regarda le portrait accroché au mur, là où le miroir avait été, et elle se dit qu'elle ne remplacerait jamais ce miroir brisé parce qu'elle n'en avait plus besoin maintenant. Ce dont elle avait besoin, c'était de ce regard bienveillant que Thomas avait posé sur elle et qu'elle apprenait lentement à poser sur elle-même, un regard qui voyait la beauté dans la singularité plutôt que dans la conformité, qui appréciait les particularités plutôt que de les juger comme des défauts. Les mois continuèrent à passer dans une paix nouvelle et dans une acceptation progressive de son corps et de son visage tels qu'ils étaient réellement plutôt que tels qu'elle aurait voulu qu'ils soient. Sophie continua son travail de restauratrice de livres anciens avec une satisfaction renouvelée, et elle passa ses week-ends à explorer Paris avec des yeux neufs qui s'intéressaient davantage au monde extérieur qu'à sa propre apparence reflétée dans les vitrines des magasins. Elle revoyait Thomas régulièrement et ils étaient devenus de vrais amis qui partageaient de longues conversations sur l'art et la beauté et la manière dont nous construisons nos perceptions de nous-mêmes et des autres. Un jour, Thomas lui proposa de venir avec lui lors d'une de ses sessions de dessin dans les cafés de Paris pour qu'elle puisse observer son processus de travail et sa manière d'approcher les gens qu'il souhaitait dessiner. Et Sophie accepta avec curiosité. Ils se retrouvèrent un samedi après-midi dans un café de Belleville où Thomas avait ses habitudes, et Sophie s'assit à une table près de la fenêtre en observant son ami qui circulait dans la salle en cherchant des visages intéressants à dessiner. Elle le vit s'approcher d'une vieille dame qui buvait son café en lisant le journal, et elle entendit Thomas lui demander poliment s'il pourrait faire son portrait, si elle acceptait de rester assise naturellement pendant quelques minutes. La vieille dame sembla surprise par cette demande, mais elle accepta avec un sourire
qui creusa des rides profondes autour de ses yeux, et Thomas s'installa à une table voisine pour commencer son dessin. Sophie observa la scène avec attention, en remarquant la concentration de Thomas et la manière dont son regard allait et venait entre le visage de la femme et son carnet de croquis, et elle vit aussi comment la vieille dame se détendait progressivement sous ce regard bienveillant qui ne jugeait pas, mais qui simplement observait et appréciait. Quand le portrait fut terminé, Thomas le montra à la vieille dame, qui le contempla avec une expression de surprise et d'émotion. Et Sophie entendit la femme dire, d'une voix tremblante, qu'elle ne s'était jamais vue aussi belle que dans ce dessin. Thomas lui offrit le portrait, en disant qu'elle méritait de se voir ainsi parce que c'était vraiment ce qu'il voyait quand il la regardait. Et la vieille dame rangea précieusement le dessin dans son sac, en remerciant Thomas avec des larmes dans les yeux. Cette scène toucha profondément Sophie, qui réalisa que Thomas offrait à toutes ces personnes qu'il dessinait le même cadeau qu'il lui avait offert dans le jardin du Luxembourg, la possibilité de se voir à travers le regard bienveillant de quelqu'un qui appréciait leur singularité plutôt que de la juger. Elle comprit que c'était exactement ce dont elle avait eu besoin pendant toutes ces années où elle se regardait dans le miroir avec ce regard critique et impitoyable qui ne voyait que les défauts et jamais la beauté particulière d'eux. Son visage unique. Un an jour pour jour, après avoir brisé le miroir, Sophie organisa un petit dîner chez elle avec Mathilde et Thomas et quelques autres amis pour célébrer cet anniversaire qui marquait le début de sa transformation. Elle prépara un repas simple mais délicieux et ils mangèrent tous ensemble dans son salon en parlant et en riant sous le portrait qui ornait toujours le mur à la place de l'ancien miroir. Mathilde porta un toast à Sophie en disant qu'elle était fière de voir comment son amie avait su transformer un accident en opportunité de croissance personnelle. Et Thomas ajouta que, selon lui, le miroir brisé n'avait jamais été un vrai accident, mais plutôt un acte inconscient de libération que Sophie s'était offert à elle-même. Sophie leva son verre avec les autres en souriant et en se disant qu'ils avaient probablement raison tous les deux, que d'une certaine manière, elle avait été prête à laisser tomber ce miroir et tout ce qu'il représentait, même si elle ne l'avait pas su consciemment à ce moment-là. Plus tard dans la soirée, quand tous les invités furent partis, Sophie resta assise dans son salon en contemplant le portrait accroché au mur dans la lumière douce de la lampe de lecture. Elle pensa à toutes ces années qu'elle avait passées à se regarder dans des miroirs en espérant y voir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus beau ou de plus conforme aux standards qu'on lui avait inculqués depuis l'adolescence, et elle réalisa maintenant à quel point cette quête avait été vaine et épuisante. La vraie beauté n'avait jamais résidé dans la perfection de ses traits ou dans leur conformité à un idéal extérieur, mais plutôt dans cette singularité absolue qui faisait d'elle quelqu'un d'unique
et d'irremplaçable. Le miroir brisé lui avait enseigné qu'elle n'avait pas besoin de se voir constamment pour savoir qui elle était, que son identité ne dépendait pas de son reflet, mais de quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus stable que les apparences physiques qui changeraient de toute façon avec les années. Sophie se leva et s'approcha du portrait pour le regarder de plus près dans la lumière tamisée du soir. Et pour la première fois de sa vie, elle se reconnut vraiment dans l'image qui lui était renvoyée. Ce n'était pas qu'elle trouvait soudainement son visage parfait selon les standards conventionnels, mais plutôt qu'elle acceptait enfin ce visage comme étant le sien, avec toutes ses particularités et toutes ses imperfections qui créaient ensemble une beauté d'un genre différent, une beauté qui avait à voir avec l'authenticité et la vulnérabilité assumée. J'espère que cette histoire vous a apaisé, vous a touché, vous a accompagné doucement vers le sommeil et vers vos propres rêves de réconciliation avec vous-même. Rappelez-vous que la vraie beauté ne réside jamais dans la conformité à des standards extérieurs impossibles à atteindre, mais dans cette singularité absolue qui fait de chacun de nous quelqu'un d'unique et d'irremplaçable, que parfois il faut briser les miroirs qui nous renvoient une image déformée de nous-mêmes pour pouvoir enfin nous voir vraiment à travers un regard plus bienveillant et plus juste. Reposez-vous bien maintenant et que vos rêves soient remplis d'acceptation de soi et de paix intérieure profonde. Bonne nuit.